9 février 1943, rafle de la rue Sainte-Catherine. « 6 avril 1944, rafle des enfants de la maison d'Isieux. » 11 août 1944, déportation de 600 juifs et résistants dans le dernier train parti de Lyon à destination des camps de la mort. L'audience est ouverte. Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé, s'il vous plaît. Le 11 mai 1987 s'ouvre devant la cour d'assises du Rhône le procès de Klaus Barbie, accusé de crimes contre l'humanité. 37 jours d'audience pour établir sa culpabilité. Alors, accusé, quels sont vos noms et prénoms? Altmann Klaus. Vous êtes né à quelle date, s'il vous plaît? 25 octobre 1913. 25 octobre 1913. À quel endroit? Bad Godesberg. À Bad Godesberg. Près de Bonn. Quelle est votre profession? Commerce, Kaufmann. Commerçant. Commerçant. Et quel est votre domicile au moment de votre arrestation? La Passe. La Passe. Vous nous dites vous vous appelez Altmann. Votre père s'appelait Barbie. Depuis quand utilisez-vous le patronyme de Altmann? Je suis nationalisé depuis le 3 octobre 1957 en Bolivie. 1957 en Bolivie sous les deux noms, Klaus Altmann et Klaus Barbie. Mémoire, histoire et justice, le procès Barbie. Lundi 25 mai 1987, 10e audience. Alors nous vous écoutons, monsieur Frossard, faites votre déposition. Bon, je viens de jurer de parler sans crainte. Ça ne sera pas difficile, et sans haine. C'est un sentiment que je n'ai jamais connu de ma vie. Je ne viens d'ailleurs pas témoigner pour moi-même, mais à la demande d'une partie civile, la fille du professeur Gondpel, qui est mort devant moi à Montluc. Mais avec votre permission, Monsieur le Président, je voudrais dire aussi un mot de Montluc et de cette baraque aux Juifs dont on a parlé quelques fois, mais pas beaucoup, parce que le nombre des survivants est très faible. Je me demande même certains jours si je ne suis pas le dernier. En tout cas, je suis le dernier des derniers temps de cette baraque. Alors, je voudrais quand même parler aussi au nom de tant de souffrances et de tant de morts dont je suis la mémoire. Cette baraque aux Juifs, c'est là où j'ai commencé à apprendre ce que l'on appelait un crime contre l'humanité. J'ai été interné le 10 décembre 1943 jusqu'au 16 août 1944 et j'ai vécu les pires moments de cette baraque. C'était une espèce de péniche de l'armée du salut, mise en désordre par une espèce de coup de roulis dévastateur. Et on y vivait comme des morts en sursis. Nous avions tous l'impression d'être des cadavres qui avaient la permission momentanée de vivre debout. Car c'est dans la baraque aux Juifs que l'on prenait la plus grande partie des otages. Dès qu'un attentat avait lieu et qu'il y avait des otages à prendre, c'est la baraque aux Juifs qui fournissait la presque totalité du contingent, dans la proportion des 3/4 ou des 4/5. J'ai commencé à me faire une idée de ce que c'était qu'un crime contre l'humanité un jour dans la cour de l'école de santé de l'avenue Berthelot, quand j'ai vu, où j'attendais un interrogatoire, quand j'ai vu toute une famille traverser la cour. Le grand-père, la grand-mère, le père, les enfants de 6 à 10 ans. Et puis fermant la marche, une femme avec un bébé sur les bras, poussée par un soldat en armes vers la cave. Et passant devant
SS, que je connaissais puisque c'était celui qui m'avait amené à l'école de santé. Ce SS, ce SD, avait levé les bras au ciel en s'écriant « Ah, Alas Israël, c'est tout Israël ». C'était en effet tout Israël. Et il ne venait pas de la Pardieu ou de la Guillotière, il venait du fond des âges. Ça faisait 3000 ans que ça durait. Il venait de la captivité de Babylone, c'était les mêmes Juifs qui, depuis le commencement des temps, portent les péchés du monde. Et dans la baraque aux Juifs, la distinction était toujours très nette entre les Juifs et ceux qui ne l'étaient pas, ou qui, comme moi, ne l'étaient pas à part entière. Le régime qui leur était réservé était plus dur qu'à tout autre. Ils n'étaient pas traités en ennemis, car les traiter en ennemis aurait été leur reconnaître une certaine dignité, une certaine égalité humaine à laquelle ils n'avaient pas droit. Ils étaient traités non pas comme une race inférieure, mais comme une espèce inférieure, comme des nuisibles qu'on avait le droit de détruire et qu'on laissait vivre par grandeur d'âme, momentanément, mais très peu. C'était une espèce de jardin des supplices, la baraque aux Juifs. Tous les Juifs qui arrivaient là, ou presque tous, enfin la plupart d'entre eux, étaient passés par la baignoire, ou par la schlag, par le bâton. Les uns avaient des plaies horribles, les autres grelottaient sans fin. J'ai vu des prisonniers entrant dans la baraque, claquant des dents et qu'on avait peine à réchauffer, malgré les frictions vigoureuses qu'on leur administrait. Rien à faire. C'était un local de toutes les misères et de tous les malheurs, car le Juif qui était là, il avait souvent sa femme dans une cellule à l'étage au-dessus, dans la prison elle-même, et quelquefois ses enfants dehors pour lesquels il tremblait jour et nuit. Et puis à partir du 6 juin 1944, à partir du débarquement, les attentats se sont multipliés à Lyon, et les prises d'otages aussi. Et elles étaient complètement disproportionnées. Enfin, à notre sens, à nous, on prenait quelquefois 25, 40, 50 personnes pour punir l'assassinat, le meurtre d'un soldat. Et les appels avaient lieu à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, le matin, à midi, entre 2 cuillerées de soupe, ou en pleine nuit, à 2h ou 3h du matin. Et c'était toujours la même procédure. Un sous-officier SS prenait un paquet de fiches, les SS prenaient un SS, SD. Je n'entre pas dans le détail de l'organisation de cette armée-là. SS, SD, que nous appelions tous Gestapo, venaient dans la prison, prenaient un paquet de fiches, les retournaient, il y avait l'inculpation au dos, et il y avait 3 maladies mortelles, juifs, communistes, terroristes. Ceux-là étaient automatiquement, faisaient partie de la fournée d'otages. Et chaque jour, ça pouvait arriver 2 jours de suite, ou 2 fois dans la même journée, ou 15 jours sans otages. C'est dire qu'il y avait un tremblement d'attente continu, et que la nuit, on surveillait les bruits de la prison. Le moindre raclement d'une porte sur les dalles nous mettait en éveil. On ne dormait plus. Et j'ai commencé à comprendre alors vraiment ce que c'était que le crime contre l'humanité par l'exemple d'un détenu, un juif, un brave homme, le genre Bonnetier de la rue des Rosiers, enfin un homme simple et bon, qu'un sous-officier avait pris comme tête de Turc et auquel il avait enjoint d'apprendre la phrase suivante: le juif est un parasite qui vit sur la peau du peuple arien et il faut l'extirper. La phrase était à apprendre en allemand et il ne parlait pas l'allemand. Chaque syllabe lui posait une difficulté qui lui valait, bien entendu, à chaque fois des coups de poing et des coups de pied dans le ventre. Puis il avait fini par apprendre tout de même la phrase en entier, à force de coups, et il la récitait de lui-même. Et
Dès qu'il entendait la porte de la baraque s'ouvrir, même quand il était au fond, il commençait à dire « le juif est un parasite ». C'est ça l'humiliation de l'être. Et le jour où on l'a emmené pour le fusiller avec d'autres otages, le même sous-officier, sur le seuil de la porte, dans la cour, devant les soldats allemands, l'a obligé à répéter une dernière fois « le juif est un parasite qui vit sur la peau du peuple arien et il faut l'extirper ». Et il l'a récité. Et à mon avis, le crime contre l'humanité, c'est cela. C'est d'abord de tuer quelqu'un pour le seul motif qu'il est né, qu'il est venu au monde. Il n'y a pas d'autre grief contre lui. Il est venu au monde contre la doctrine. Il n'a pas le droit d'exister. Mais il faut encore que cette mise à mort soit précédée d'une tentative d'humiliation, d'abaissement, d'avilissement de la personne. Le crime contre l'humanité se distingue du crime de guerre ou de toute autre forme de crime par ces deux éléments-là, à mon avis. Et c'est pourquoi ce procès me paraît si important, non pas à cause de la personne de Barbie, qui n'était pas un grand personnage dans l'échelle de l'oppression et de la violence ou de la terreur, mais parce que c'est la première fois qu'un tribunal, je crois, à ma connaissance, a l'occasion de juger à partir de la notion de crime contre l'humanité, alors que jusqu'ici, on a jugé des crimes de guerre ou des génocides. Il y a quelque chose de plus dans le crime contre l'humanité. Et puis, il est important aussi que ce tribunal statue, car il faut éviter que ne recommence cette période. J'ai vu et je crois avoir compris comment on fait les Barbies. Les Barbies, en général, sont des médiocres qui ont donné leur conscience au parti, mais totalement, qui ont fait abdication totale de leur conscience personnelle, propre. Elle est mise en dépôt au siège du parti nazi et on ne la recouvre jamais. En échange, le parti vous désigne le bien et le mal et il vous donne le pouvoir, un pouvoir de vie et de mort sur votre semblable. L'abandon de votre conscience vous vaut ce surcroît de puissance que vous n'obtiendriez jamais par vos propres moyens. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est pourquoi les Barbies, en général, ne manifestent aucune espèce de regret ni de repentir. Ils n'ont jamais récupéré leur conscience. Elle a été enfouie dans les décombres du bunker de Berlin où Hitler est mort. Et ils ne la reverront jamais. Je ne suis pas étonné qu'ici, je crois, on doive parler des enfants d'Isieux. Car là aussi, il y a crime contre l'humanité, alors à la racine, n'est-ce pas? C'est tuer des êtres humains alors qu'ils ne sont encore qu'innocence et espérance. Là est le crime. Et à mon avis, ce sera une grande chose si le tribunal arrive à statuer sur cette forme de crime. Et c'est dans cette baraque, qui était un jardin des supplices, que j'ai vu arrivé un jour d'hiver le professeur Gompel, dont j'ai appris par la suite qu'il était professeur au Collège de France. Il est arrivé soutenu par 2 soldats, relayé par 2 camarades, 2 détenus. Il ne se soutenait plus lui-même. Il m'a paru très vieux. Il n'était sûrement pas tant que ça, et aujourd'hui, il me paraîtrait probablement assez jeune. Il était dans un état impossible à décrire, c'était une loque humaine. On le soutenait, on l'a porté sur un lit, on s'est aperçu qu'il avait été ébouillanté. On l'avait plongé dans la baignoire, glacé, puis on l'avait ranimé à l'eau bouillante. Et la peau du dos s'en allait en lanière. Et cet homme, qui était un grand homme, courageux, qui n'avait pas une plainte, sauf celle que la douleur lui arrachait de temps en temps,
mais qui ne gémissait pas sur son sort, qui ne s'est jamais plaint de son sort, qui était un exemple de dignité incroyable dans l'état de délabrement où il était, demandait simplement de temps en temps qu'on lui enlève un bout de peau. Et au bout de 2 jours, il s'affaiblissait d'heure en heure. Au bout de 2 jours, 2 camarades l'ont porté sur une des tinettes de la baraque aux Juifs. On l'a assis là-dessus. Il est tombé en avant et il est mort. On l'a transporté dans un réduit contigu à l'atelier de la prison de Montluc, où on l'a laissé 2 jours, puis une corvée l'a pris et l'a emporté, on ne sait pas où. Voilà ce que j'ai à dire sur la mort de Gompel. Mais il y a eu beaucoup d'autres morts, car au début, dans cette baraque, on mourait de rien, d'un rhume des foins. Il n'y avait ni soins, ni médicaments d'aucune sorte. Toute maladie prenait le risque, le chemin d'être mortel. Il y a eu un diphtérique, il y avait des gens. On ne soignait aucune plaie. L'infirmier théorique venait de temps en temps ouvrir la porte, demandait 4 malades, s'il y en avait 3, ou s'il y en avait 5, il refermait la porte. Il lui fallait son compte. Et puis d'ailleurs, après, il ne venait plus du tout. De sorte que les blessés, et c'était de grands blessés, j'ai vu un enfant, un garçon de 15 ans, qui avait dans la fesse une plaie dans laquelle on aurait pu mettre le poing. On lui a demandé ce qui lui était arrivé, mais il dit, c'est à force de taper au même endroit. Elle dit, mais qu'est-ce que tu avais fait? Il dit, on m'a accusé d'avoir distribué des tracts de la résistance, etc. Elle lui dit, c'était vrai? Non, il dit, c'était pas vrai. Il dit, alors? Il dit, j'ai avoué. Alors ça s'est arrêté, on a arrêté de frapper. Non, on a continué à frapper pour savoir le nom de mes complices. Alors qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai donc dénoncé 2 camarades. Ah, oui, 2 camarades qui avaient des sympathies pour la collaboration. Il dit, qu'est-ce qu'on a fait pour les arrêter aussi? Et alors? Ils ont avoué aussi. Et ils s'entouraient tous les 3 en prison. Et ils sont partis ensemble pour les camps. J'ai vu un autre prisonnier qui avait des cloques dans les mains, le dôme des genettes, des cloques énormes. On l'avait obligé à tenir un fer rouge, un tisonnier rougi à blanc, avec ses mains. J'ai vu toute espèce, toute variété de suppliciés. Mais le plus terrible, c'était l'espèce d'obstination à détruire ou à essayer de détruire ce qui fait la dignité de l'être humain. C'était, pour le chrétien que je suis, c'était une espèce d'atteinte à l'image de Dieu qui est dans l'homme. C'était ça qu'on cherchait à démolir, à abaisser, à occulter, à effacer, sans y parvenir toujours. C'était cette image de Dieu qu'on essayait de détruire dans le pauvre homme dont j'ai raconté l'histoire tout à l'heure. Le crime contre l'humanité, il est vraiment à dénoncer aujourd'hui, puisqu'on ne l'a pas fait plus tôt, et qu'on l'a mélangé trop souvent avec d'autres formes de massacres ou de crimes qui n'ont pas la même qualification. C'est un crime que je crois sans précédent, et j'espère qu'il n'aura pas de suite. Avez-vous eu personnellement affaire à Klaus Barbie? Non, Monsieur le Président. J'ai été arrêté par l'ordre de la Gestapo de Paris. Et lors des appels avec ou sans bagage auxquels vous avez assisté dans la baraque aux Juifs, est-ce que quelquefois vous avez eu l'occasion d'apercevoir Barbie Jamais. Non, c'était un sous-officier qui venait lire les fiches dans la baraque et qui repartait. Il venait lire les fiches, il donnait 5 minutes aux gens pour se préparer, alors quelques-uns se faisaient des illusions. Les nouveaux, ceux qui venaient d'arriver, croyaient qu'ils allaient être libérés quand ça se passait l'après-midi. Ils s'imaginaient qu'on allait les libérer, leur préparer leur paquet, leur valise, et puis ils venaient nous dire, si tu as une commission pour ta femme, pour ta sœur, pour tes parents, je vais la faire. Et nous qui savions très bien de quoi il s'agissait, on n'osait pas ouvrir la bouche, on n'osait rien leur dire. Puis le sous-officier revenait au bout des 5 minutes et disait, voyez les paquets, les valises, disait pas de bagages. Et alors les prisonniers à ce moment, les détenus, réalisaient que c'était la fin.
Et je les voyais passer devant moi parce que j'avais fini par occuper le premier chalit de Montluc, de la baraque aux Juifs. Ils passaient tous devant moi. Ils avaient le visage blême, les yeux fixes. Ils étaient déjà dans un autre monde. Et j'ai compris ce jour-là que on tue un homme le jour où on lui annonce qu'il va mourir. Je n'ai pas vu non plus de lâcheté. Je n'ai pas vu. J'ai vu de la résignation. Je n'ai vu aucune lâcheté, ni supplication, ni cri, rien de tout ça. J'ai vu des héros, comme on en voit dans les livres, dans les légendes. J'en ai vu au moins 3 ou 4, des héros, de purs héros. Un juif qui s'appelait Gainsburger, qui appelait un jour comme otage, et dans les 5 minutes qui lui restaient, m'a dit « On va quand même leur chanter la Marseillaise dans la gueule, c'est toujours une satisfaction. » C'était Gainsburger. Un autre est parti, c'était un membre d'un corps franc. Il est parti, le sourire aux lèvres, il avait fait la guerre, il avait perdu la bataille, et il mourait sans apparemment le moindre regret. J'en ai connu un autre qui était un vieux juif, il me paraissait vieux toujours, dans les mêmes circonstances, où j'étais fort jeune, encore jeune, et qui est venu un jour me dire, comme j'étais le plus ancien de la maison, il m'a dit, quand on appelle les otages, j'ai constaté qu'on appelait les noms, mais qu'on ne connaissait pas les personnes. Moi, je suis vieux, je n'ai personne dehors, je suis tout seul. Je pourrais très bien me substituer à un camarade. Alors je dis, on fait pas ça, c'est pas possible. Je dis, si, ça ne me prive pas d'un air de dire, il offrait sa vie comme ça. Ça ne me dérangeait pas de la perdre. Alors je dis, il faut demander aux autres. Alors on a fait le tour, j'ai fait le tour de la baraque avec la proposition de cet homme, et personne n'a accepté. Personne. Alors je ne sais pas s'il faut le plus admirer du juif qui offrait sa vie, ou des juifs qui ne l'ont pas accepté. Ça, c'est de l'héroïsme à mes yeux. Vous étiez nombreux, les non-juifs, dans la baraque dite aux juifs? Dans la baraque aux juifs, au début, la proportion était de 60% de juifs et de 40% de non-juifs, ou à peu près. Puis la proportion des juifs s'est accrue jusqu'à faire 90% à la fin. En dernier lieu, nous étions les derniers étaient 79, dont 72 juifs qui ont été massacrés à Bron. Monsieur le procureur général, question des parties civiles. Est-ce que vous pourriez poser aux témoins la question suivante? Estimez-vous que le traitement infligé au professeur Gompel dans la baraque aux Juifs était assimilable au plan de l'inhumanité au traitement infligé dans les camps? Oui, c'est-à-dire que à la Gestapo de Lyon, on pratiquait la torture, et que dans les camps, on avait en général une autre procédure pour éliminer les gens. On les éliminait par la faim, par l'excès de travail, par de mauvais traitements aussi, bien sûr, mais par un affaiblissement constant de leurs pauvres personnes qu'on mettait hors d'état de résister. Tout ça accompagné naturellement d'humiliations de tout ordre, comme celle qui consistait, notamment pour les femmes, à être baladées toutes nues dans le camp sous la garde de soldats. Et on leur avait enlevé la dernière barrière de pudeur qu'elles pouvaient avoir, leur dernière défense textile était abolie. C'était ça les camps, c'était une recherche constante, laborieuse, obstinée, pour atteindre ce qui, dans la personne, pouvait encore résister au système. Ce sont des martyrs qui sont morts dans les camps. Je pense que l'homme pris, ou la femme, bien entendu, dans un camp, pour son opposition au système totalitaire, au système nazi, en l'occurrence, était dans la même situation que le chrétien qui refusait l'hommage à César et qu'on livrait au lion. C'était du même ordre. C'est ça qui produit les martyrs. C'est le refus de la personne d'adorer un système. Et le système nazi exigeait l'adoration et la vénération des fidèles.
En plus, il excluait toute une catégorie d'êtres qu'il considérait comme indignes de vivre, j'ai nommé les juifs et les tziganes. Alors, c'était ça le système nazi. On a parlé de crimes racial, ça allait beaucoup plus loin que ça. C'était vraiment une tentative d'abolition de l'homme, de l'être humain. Car, ou bien vous étiez rejeté par le système, ou vous luttiez contre et vous étiez passible de mort, ou vous vous accoquigniez au système, et vous mouriez aussi spirituellement et moralement, car vous n'aviez plus de conscience, ni de disponibilité, de jugement personnel. C'est pourquoi il est si important que la jeunesse aujourd'hui comprenne qu'en aucun cas il ne faut qu'elle abdique son droit de définir le bien et le mal selon sa conscience et qu'en aucun cas elle n'aliène sa liberté au bénéfice d'un parti. Une dernière question, Monsieur le Président. Monsieur, estimez-vous que l'action de Barbie, responsable à Lyon de la section 4 de la Gestapo, rouage essentiel de l'organisation étatique de l'extermination d'un peuple, est assimilable à l'action de certains officiers français impliqués dans des actes de torture pendant la guerre d'Algérie? C'est curieux que la question me vienne de ce côté-là. Non, je ne le pense pas, parce que j'ai écrit contre la torture en Algérie, dans un journal qui n'était pas de mon avis, un article de rejet pur et simple. J'ai condamné en son temps la torture en Algérie. Je suis contre la torture. Évidemment, quand on a vécu à Montluc et qu'on a vu ce que ça donne, on ne peut pas être pour. J'étais contre, mais ça n'était pas la même chose. Ça n'est pas la même chose de torturer des résistants, et ça n'est pas la même chose de tenter d'abolir un peuple. Ça n'est pas la même chose. La torture n'avilit pas le résistant. Elle n'a pas abaissé Jean Moulin, elle l'a affaibli, elle l'a amoindri physiquement, elle ne l'a pas avili moralement. Au contraire, elle l'a plutôt grandi. Elle n'a pas aboli la dignité et la personne d'un Aubrac ou d'aucun autre des résistants qui ont été torturés par la Gestapo. De même en Algérie, les tortures infligées par certains militaires, disons, un peu trop zélés ou trop nerveux, n'ont jamais diminué en quoi que ce soit la dignité de ceux que j'appelle ou de celles que j'appelle leurs victimes. Ça n'est pas du tout la même chose à mes yeux. Dans un cas, on peut parler à la rigueur de crimes de guerre, quand la violence est nettement inadmissible ou insupportable ou intolérable. Ça n'est pas un crime contre l'humanité. D'ailleurs, à Montluc, pendant tout mon séjour à Montluc, et j'ai vu passer vraiment beaucoup de personnes, je n'ai jamais vu un résistant qui se soit plaint d'avoir été arrêté. Aucun. C'était la guerre, nous faisions la guerre. Et l'arrestation faisait partie de la règle du jeu et des risques du métier. Monsieur l'avocat, puisque vous m'avez appelé monsieur le témoin, j'ai toujours fait la distinction entre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. J'ai pris parti et position, vous l'avez rappelé vous-même, contre tout ce qui pouvait rappeler dans les méthodes de certains subalternes de l'armée française les méthodes que j'avais déplorées, en effet, du temps de la Gestapo. C'est vrai, nous avons commis ça, mais toutes les nations du monde ont commis un jour ou l'autre des crimes de guerre. Toutes. Je ne crois pas qu'il y en ait une qui soit blanche et pure et sans tache. Et nous avons aussi nos tâches. Et je les ai dénoncées en leur temps. Ce qui me donne tout de même un petit peu de, je ne dis pas d'autorité, ni de droit, mais enfin, ce qui m'incite à essayer de faire la distinction. Je cherche la vérité. Je voudrais bien que le tribunal la trouve et que la défense elle-même y contribue. Parce que je comprends maître Vergès. Il est l'avocat de Barbie. Je ne lui reproche certainement pas d'être l'avocat de Barbie. Tout accusé a droit à un avocat. La défense est un droit légitime. C'est à ça qu'on reconnaît la démocratie, la justice aussi. Je ne lui en veux pas d'avoir pris la défense de Barbie. Mais je lui en voudrais peut-être un petit peu si,
alors il oubliait lui-même tout ce pourquoi il a justement combattu en Algérie. Quand il s'agit des Lyonnais, ou de la région lyonnaise, ou des résistants, ou des Juifs de Lyon, qui se sont trouvés dans une situation pire que les Algériens, qui étaient quand même la majorité en Algérie. La France était très minoritaire, il y avait 1 million de Français, 9 millions d'Algériens à l'époque. La situation était, s'il veut absolument qu'elle soit la même, eh ben, elle devrait l'inciter à réprouver aussi nettement et catégoriquement les méthodes de Barbie. Ça me paraîtrait de simple logique. Je voudrais dire maintenant, rappeler aux témoins, une phrase d'André Malraux. André Malraux apprenant, dire à M. Frossard, une phrase d'André Malraux. André Malraux, apprenant ce qui s'était passé dans les camps, disait « Satan est revenu parmi nous, Satan est parmi nous. Pense-t-il vraiment que depuis cette date, Satan soit rentré chez lui? Ne pense-t-il pas que Satan est toujours parmi nous ?» Bien sûr, c'est pourquoi un procès comme celui-ci, quelle que soit la personnalité de l'accusé, d'ailleurs absent, ce qui ne change pas de grand-chose au procès, puisque quand il est présent, il ne se rappelle plus rien, ne reconnaît plus personne et a tout oublié. Un procès comme celui-ci a une grande importance, précisément, pour exorciser toute cette catégorie de démons que nous avons toujours dénoncé, que j'ai toujours dénoncé, que je continuerai à dénoncer, et dont j'espère qu'ici, tout le monde réprouvera l'action, y compris la défense. Bien sûr. La défense réprouve tout ce qui s'est commis à cette époque-là. La défense s'est battue à cette époque-là déjà. Mais ce que la défense voudrait que vous compreniez, c'est que ces crimes atroces, nous ne pouvons pas nous contenter de les condamner dans le passé. Cela fait partie de notre temps. Et si nous condamnions seulement cela chez les autres, alors nous faillirions à notre tâche. Nous devons avoir les yeux tournés vers le présent et vers l'avenir. Aujourd'hui encore, dans beaucoup de pays, ces crimes contre l'humanité se commettent et se commettent dans la plus parfaite impunité. Et nous-mêmes, nous les avons commis. Sans doute y a-t-il une barrière entre les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, Monsieur Frossard, mais vous savez très bien que l'opinion que vous exprimez ici n'est pas celle de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Je regrette que la définition donnée par la Cour de cassation du crime contre l'humanité englobe certains faits qu'on avait l'habitude de ranger sous la rubrique des crimes de guerre. C'est ce que je dis. Je le regrette. C'est tout. Je vous remercie. Monsieur Frossard, la Cour vous remercie. Vous pouvez aller vous asseoir dans la salle. Richard Zelmati, avocat des parties civiles. André Frossard. Alors pour André Frossard, bravo. Bravo parce que il est venu, l'historien, le philosophe, on peut dire André Frossard, est venu nous apporter un double éclairage. Et moi je me rappelle de sa déposition comme s'il était hier. Un double éclairage parce que c'est un homme de foi. C'est un homme de foi. Et c'est un homme qui a eu un rôle exceptionnel au sein de la prison Montluc, où il était incarcéré, ou desservi, ou servi, je ne sais pas, vous voyez, comme quoi on se complaît à s'interroger sur les mots, par un physique d'aucuns pensaient un physique sémite. Lui, donc, André Frossard, le chrétien qu'il était, a passé son temps à remonter le moral, à restaurer toutes ces victimes juives que l'on mettait dans la cabane aux juifs au sein de Montluc pour leur dire de garder l'espoir. Et en même temps, il avait recueilli leurs confidences. Les confidences de ces gens qui étaient promis donc à la mort, ils le savaient ou ils ne le savaient pas, mais en tout cas déportation, c'est de dire si toi tu t'en sors, pense à mon fils, et lui de leur apporter un réconfort pour ces derniers instants. Et il a pu justement recueillir un certain nombre de parents morts en déportation, de ceux qui vont se constituer partie civile, et leur dire à cette occasion ce qu'avaient été les derniers mots de leurs parents. Et il a fait au sein de cette prison Montluc
où étaient justement confinés aussi bien les Juifs que l'on raflait, on est à la fin donc de la guerre, que l'on raflait un peu partout parce qu'il fallait remplir les camps, et la résistance qui se montrait plus menaçante. Et il a pu aussi bien auprès des uns et auprès des autres apporter le réconfort, ce qu'il a pu traduire donc à la cour, et c'était un grand moment d'émotion. Mais il y a le corollaire de ce moment d'émotion. Sur vous des pilules de cyanure. Et si vous êtes pris, il faudra vous en servir. Je le ferai. Jean-Claude Grimbert. Alors, il y a une autre chose qui m'a frappé concernant le procès Barbie. Il y a eu dernièrement une exposition photo sur le parc du Luxembourg. Voilà, je pense que c'était des photos de presse. Et je me suis fait la réflexion un jour en passant, j'y passais tous les jours, j'ai pas regardé attentivement chaque photo, c'est mon quartier, je passe, je repasse et tout. Le seul qui avait une tête très très humaine et qui avait l'air attentif aux autres, c'était Barbie. Voilà. C'était une photo d'un homme d'un certain âge qui avait l'air tout à fait plus qu'humain. Voilà. Et tout ça est assez décousu et troublant, et c'est d'autant plus terrible de penser que cet être humain a pu développer cette inhumanité et ce zèle. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on peut reprocher aux gens? C'est leur zèle. Voilà. Ce reproche va aussi à Vergès. On n'a rien à lui reprocher. Il doit défendre des gens, mais il les défend avec trop de zèle. Il y a un certain nombre de clients qu'il faudrait défendre avec moins de zèle. Et ce Barbie agit avec trop de zèle. Mais c'est un être humain. Voilà. Et sa photo... La photo doit dater du procès, et c'est une photo extrêmement troublante sur ce point-là. Après 11 jours d'absence, Barbie sera reconduit aujourd'hui entre deux gendarmes dans son box d'assises à Lyon. Et cela pour y être confronté à ses victimes. Il s'agit là de deux résistants qui vont témoigner à la barre. Le président Serdini a décidé d'utiliser l'article 320 du Code de procédure pénale qui l'autorise à amener le prisonnier de force dans la salle d'audience dans le but, en la circonstance, de permettre à ces résistants d'identifier des visu l'accusé, Jacques Expert. La décision sera appliquée aujourd'hui par le président Serdini. Plusieurs témoins, en effet, n'ont jamais été confrontés à lui pendant l'instruction. Hier, 2 d'entre eux sont venus dire à la barre, c'est lui, c'est Barbie qui nous a torturés, c'est lui qui a pris la décision de nous déporter. Ils sont allés au bout de leur force pour raconter leur douleur, ces souvenirs de misère qu'ils portent encore aujourd'hui comme une plaie. Barbie, ils ne l'ont jamais revu, 44 années sont passées, mais ils en sont certains, leur tortionnaire, c'est celui qu'ils ont reconnu à la télévision et dans les journaux. Le procureur général Truche s'est alors écrié, il y a un problème de preuve, il faudra bien arriver un jour pour que justice se fasse, à le faire venir de force. Le président Serdini a demandé ensuite aux 2 témoins s'ils acceptaient de revenir ce mardi. Lucien Margaine, 72 ans, Mario Blandone, 64 ans, ont répondu oui. Ainsi, aujourd'hui, ils seront face à un vieil homme silencieux et le désigneront formellement pour que justice se fasse. Lyon, Jacques Expert, France Inter. Jacques Vergès, le défenseur de Barbie, n'est pas surpris par cette décision. Pour lui, c'est juste un coup dur pour la justice. Premièrement, on ne peut pas résister à la force. Tout le monde le sait. Deuxièmement, je serai calme comme d'habitude. Troisièmement,
Je ne ferai pas ce que certains de mes adversaires souhaitent. Je suis là pour assister mon client, envers et contre tout. Donc vous restez là. Ça ne semble pas être à envisager aujourd'hui. Il m'appartiendra à la fin de conclure, et j'ai bien l'intention de conclure. Mais est-ce que Klaus Barbie pourra supporter la dureté des témoignages qu'on a entendus aujourd'hui? Il les a déjà supportés pendant les instructions, quand il y a eu des confrontations avec d'autres personnes. Mais pas devant un tribunal, pas devant un public. Ça change quand même. Vous savez, mon client, dans ce domaine, est parfaitement tranquille. C'est un coup dur pour la défense quand même. Un coup dur pour la défense, ça ne me semble pas du tout le cas. Pourquoi voulez-vous que ça soit dur? Je crois que c'est un coup dur pour la justice. Mardi 26 mai 1987, 11e audience. Je demande à Monsieur Marguen de s'avancer, s'il vous plaît. Monsieur Lucien Marguen n'est pas dans la salle? Ah, pardon. Bonsoir, monsieur. Nous vous avons entendu hier, monsieur Marguen. Vous avez prêté serment hier. Vous ne reprêtez pas serment aujourd'hui. Vous nous avez dit hier, donc je demande à l'interprète de traduire, n'est-ce pas, au fur et à mesure, à l'accusé, les paroles, les questions et les réponses, hein, Madame Billot. Vous nous avez dit hier, Monsieur Marguen, avoir été frappé à court de nerfs de bœuf, avoir été soumis au supplice de la baignoire et avoir été frappé à l'aide d'un antivol de vélo par l'accusé. Est-ce que vous reconnaissez, est-ce que le visage de l'accusé évoque chez vous quelque chose? Et si oui, vous nous dites quoi? Car vous n'avez jamais été confronté avec lui. Jamais. Alors dites-nous si... Je le reconnais formellement. Tout à fait formellement. On ne peut pas se tromper. C'est impossible de se tromper. Plus de 40 ans après, mais bien entendu. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que... Regardez comme il regarde, regardez cette espèce de rictus, de sourire qui est spécial. C'est pas courant, ça. C'est pas une tête courante. Il avait rien d'un Allemand. Pour nous, quand j'ai été arrêté, moi je voyais les Allemands comme des grands personnes blondes et tout ça. C'était pas ça. Alors je peux pas me tromper sur Barbie. Bien. Vous avez comparu devant lui à combien de reprises? Pendant 7 jours, je suis resté dans la cave. Le nombre de reprises exact. Chaque fois j'ai vu Barbie. Chaque fois j'ai vu Barbie. Donc plusieurs fois. Bien. Ah, de très nombreuses fois. Alors, accusé, vous entendez, ce monsieur prétend avoir comparu devant vous à plusieurs reprises, avoir reçu de votre part des coups de nerfs de bœuf, avoir été soumis au supplice de la baignoire et avoir été frappé à l'aide d'un antivol de vélo. Vous parlez dans le micro. Oui, pardon, c'est l'interprète qui va nous traduire. Oui. Ich möchte vorher eine Erklärung abgeben. Ich befinde mich hier illegal infolge einer Entführung und ich bin jetzt hier unter Zwang. Monsieur l'accusé, je ne vous ai pas autorisé à lire un papier. Je crois, il me semble que vous lisez quelque chose là. Je vous avais autorisé l'autre jour parce que vous m'aviez demandé l'autorisation. Vous êtes en train de lire un papier et vous n'avez pas demandé d'autorisation. Alors je vous ai posé une question, je vous demande de répondre à la question que je vous ai posée. Oui, alors, je vous prie. Je voudrais faire une déclaration auparavant. Je me trouve ici de manière illégale suite à un enlèvement et je suis ici contraint par la force. Da ich juristisch abwesend bin, werde ich nicht antworten. Et étant donné que juridiquement je suis absent, je ne répondrai pas. Vous refusez de répondre aux questions que vous pose le président de la cour d'assises?
Ja, ich antworte nichts. Oui, je ne répondrai à rien. Bien. Monsieur Marguen, vous nous avez dit hier, vous traduisez quand même Madame Billot au fur et à mesure, vous nous avez dit hier qu'avant de vous envoyer en déportation, l'accusé vous a dit « tu seras NN ». Exactement. Et il a ajouté « n'importe comment, tu n'en reviendras pas ». Exactement. Avec le même air qu'il a maintenant. Pardon? Avec le même air qu'il a maintenant. Exactement. Vous avez entendu, accusé Klaus Barbie, ce que vient de dire le témoin? Il affirme que, avant d'être déporté en Allemagne, vous lui avez dit tu seras NN, n'importe comment, tu n'en reviendras pas. Qu'avez-vous à dire sur les accusations portées par ce monsieur? Ich habe nichts zu sagen, Herr Präsident. Je n'ai rien à dire, Monsieur le Président. Monsieur le procureur général, les questions à poser au témoin ou à l'accusé, les parties civiles, la défense. Bien, Monsieur Marguen, je vous remercie. C'est dommage que je ne peux pas lui... Qui ne peut pas répondre, ça j'avais quand même des questions intéressantes à lui poser. Moi, bon, il réagit comme un SS, c'est bien. Merci, Monsieur Marguen. Monsieur Blardon, je vous en prie. Je vous en prie. Nous ne sommes pas au théâtre, je vous en prie. Vous êtes devant une cour d'assises, je vous demande de garder le silence. Monsieur Blardon. Vous avez également prêté serment hier. Vous n'avez pas à reprêter serment. Vous nous avez dit hier avoir été torturé à plusieurs reprises par Barbie. Vous avez reçu des coups de cravache, vous avez été soumis au supplice du serre-tête, et vous avez été témoin également de tortures commises sous les yeux de l'accusé par des chiens sur des femmes. Sur les femmes, oui. D'abord, c'est axé plus mon témoignage. Pour moi, pour mon compte personnel, comme j'ai dit hier, c'est pas la question de torture personnelle pour moi. C'est surtout ce que j'ai vu et ce qui s'est confirmé justement aujourd'hui, certains témoignages qui confirment le mien. Alors automatiquement, je vois quand même que c'est pas de la fabulation. C'est tellement incroyable. Vous êtes marqué toute votre vie par cette chose? Alors, ma première question, Monsieur Blardon, est-ce que le visage de l'accusé évoque chez vous un souvenir? Et si oui, lequel? Ce visage... Vous parlez dans le micro, s'il vous plaît. Ce visage... Vous parlez dans le micro. À la cour, vous vous adressez. Pardon, regardez, oui, ensuite... je veux le regarder. Ah oui, je vous en prie. Je veux quand même le regarder. Dans les yeux. Monsieur Blardon. Je veux le regarder dans les yeux. Ses yeux glaciales. Cette bouche. Il comprend le français. Vous faites pas du souci, parce que moi, il m'a interrogé en français. Il sait bien ce que je dis. Vous voyez, il a fermé les yeux maintenant. Monsieur Blardon. Monsieur Blardon. Écoutez, quand vous passez devant un homme comme ça, la lâcheté. Aujourd'hui, sa lâcheté, on la voit. Excusez-moi, Monsieur le Président. Alors, est-ce que vous reconnaissez dans l'accusé la personne qui vous a fait subir les tortures que vous évoquiez hier? Formellement. Formellement, je reconnais l'accusé. Et je suis choqué qu'on l'appelle Monsieur Atman. Je n'ai pas entendu prononcer le terme d'Altman depuis que je suis là. Dans la journée, si, son avocat. Enfin, peu importe. Donc vous le reconnaissez formellement. Vous avez traduit Madame Billot à l'accusé. Est-ce qu'il a quelque chose à dire? Il a entendu le témoignage du témoin de Monsieur Blardon? Non. Non. Bien. Il n'a aucune question, bien sûr. Hein. Alors moi, je vais vous dire une chose. Un SS, dépouillé de son armure, sa mitraillette, son air de bœuf, il représente aujourd'hui la lâcheté même. Monsieur Blardon, vous avez ajouté hier, j'en viens à l'essentiel, hein. Vous avez ajouté hier, vous avez dit que vous aviez remarqué la présence de Barbie à Montluc lors de l'appel qui a précédé votre départ en déportation. Formellement le 19 juin. Vous le confirmez? Je le confirme. Vous avez traduit, interprète? Bien. Alors, qu'a à dire l'accusé sur
ce que vient de dire le témoin? Nichts, Herr Präsident. Rien, Monsieur le Président. Question, Monsieur le procureur général. Les parties civiles. Maître Vuillard. Le silence du défenseur de Barbie nous avait déjà appris qu'il ne pouvait que confirmer les dépositions des témoins. Son silence d'aujourd'hui, que mon confrère bâtonnier de Nancy, déporté à 17 ans à traiter de lâche au moment où il est parti, n'est qu'un aveu que les témoins qui ont déposé des horreurs qu'il a commises, il est obligé de les reconnaître aujourd'hui puisqu'il garde le silence. Bien. En cause par mon honorable confrère, lui dire qu'il ne lui appartient pas d'interpréter mon silence. Mon silence, je l'interpréterai moi-même. Et je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. Bien, bien, je vous en prie. On en est aux questions. Vous pouvez interpréter le silence vous-même d'après votre livre. Monsieur où le vous bâtonnier. dites justement qu'on retourne l'histoire. Monsieur le bâtonnier L'histoire Vuillard. vient s'écrit pour le moment. Monsieur le bâtonnier Vuillard, vous n'ignorez pas que nous en sommes à poser des questions aux témoins. Alors je souhaiterais qu'il n'y ait pas d'invectives de part et d'autre de la barre. Bien. Donc vous confirmez, je ne sais pas si j'ai posé la question à l'accusé de savoir, le témoin a confirmé que l'accusé était présent à Montluc le soir de l'appel lorsqu'il est parti, le jour de l'appel lorsqu'il est parti en déportation. Est-ce que, j'ai peut-être déjà posé la question à l'accusé, qu'a-t-il à répondre à cette accusation? Nichts, Herr Präsident. Bien. Rien, Monsieur le Président. Ministère public, partie civile, la défense. Bien. Monsieur Blardone, la Cour vous remercie. Vous pouvez aller vous asseoir dans la salle. Je vous remercie. Monsieur Robert Clore, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Clore, vous pouvez vous asseoir, vous étiez assis tout à l'heure. Vous avez été entendu tout à l'heure, vous avez prêté serment, vous ne reprêtez pas serment. Vous nous avez dit, vous aussi, avoir été soumis à des violences physiques. Moi, mais je l'ai vu faire. Vous-même, non, vous n'avez pas été soumis à des violences physiques. On vous a mis dans la baignoire. Non? Vous n'avez pas été soumis au supplice de la baignoire? Donc vous avez été témoin de violences physiques? Oui. Oui, vous pouvez nous rappeler brièvement de quelle violence physique il s'agit? Ben, j'ai vu quand il avait suspendu une fille au-dessus de la porte avec des menottes et deux spires derrière avec les fouets. Et après, quand ils m'ont sorti de la baignoire, alors il a donné des ordres à un de ses spires de pénétrer la fille. Alors comme le spire n'a pas fait, c'est lui-même qui l'a fait. Qu'a à dire l'accusé sur ce que vient de dire le témoin? Nichts zu sagen, Herr Präsident. Rien à dire, Monsieur le Président. Monsieur le procureur général, les parties civiles. Alors, une question. Est-ce que vous reconnaissez dans l'accusé ici présent? Je l'ai vu le 11, quand j'étais là. Vous l'avez vu le jour? Ah oui. Vous l'aviez vu le jour du... On avait qu'à voir son rire. Il a toujours le même rire. Et vous êtes sûr qu'il s'agit de la même personne? Oui, oui. C'est un faucheton. La défense. Bien, Monsieur Clore, la Cour vous remercie. Vous allez vous asseoir. Monsieur Vincent Planck. Vous avez également prêté serment au début de cette audience, Monsieur Planck. Vous n'aviez jamais été confronté avec l'accusé. Est-ce que le visage de l'accusé évoque chez vous un souvenir quelconque?
Monsieur le Président, en mon âme et conscience et sans le moindre doute, c'est lui. Donc c'est lui, en une phrase ou deux, c'est lui qui quoi? Celui qui m'a arrêté, gare de l'Est à Lyon, et interrogé à 3 reprises, dont la première a duré 6 heures. Est-ce que vous avez subi des violences quelconques? Celles dont on a parlé tout à l'heure, Monsieur le Président, et que j'ai quelques répugnances à énumérer, mais je veux bien les dire. D'un mot. Les coups, les chiens, la baignoire et tout le reste de la panoplie habituelle du sieur Barbie. Alors, accusé, vous avez quelque chose? Rien à dire, Monsieur le Président. Question, Monsieur le procureur général. Les parties civiles, la défense, Monsieur Planck, la Cour vous remercie. Merci. Madame Bello, Madame Guillon, pardon. Vous avez également prêté serment, madame. Est-ce que le visage de l'accusé évoque chez vous un souvenir? Et si oui, lequel? De la place où j'étais là-bas, je viens d'être reporté 43 ans en arrière. Surtout de profil, je reconnais absolument cet homme, ses yeux aussi, parce que maintenant je le vois de face. Mais de profil, c'est lui qui m'a interrogé, qui m'a promis de fusiller mon mari, qui m'a promis d'aller chercher mes parents, et qui m'a fait déporter. En mon âme et conscience, je le jure. Est-ce que l'accusé... Ne partez pas, madame, attendez une seconde. Madame. Non, je vous en prie, quelques secondes. L'accusé, vous avez traduit les paroles du témoin. Est-ce que l'accusé a quelque chose à dire à la suite de ce que vient de dire le témoin? Le procès Barbie, une série de Dominique Missica, archives INA, mixage Marie-Dominique Boubeau et Anne Le Guéhennec, réalisation Pierrette Perronneau. France Culture se met à l'heure d'été du 26 juillet au 29 août. Tout savoir, franceculture.com. Je crois maintenant être capable de me distraire. Je me crois éloigné plus que jamais de toute religiosité, mais non pas de tout mysticisme. Les objets me touchent maintenant en tant qu'objets, et non d'un point de vue subjectif. L'univers me sollicite de tous côtés. Je puis voyager, avoir des aventures amoureuses, boire de l'alcool dans un autre but que celui de m'étourdir. Je puis à présent m'intéresser et ne suis plus obligé de me toucher pour savoir si je suis vivant. Un réveil. Je vis au participe présent. Sourire, émotion, insolite, prestigieux souvenir, un trésor qui a pour nom archive. Rêve. Dans une prison, un savant, détenu pour des raisons politiques, passe son temps à couvrir les murs de son cachot de graphiques à la craie, représentant en coupe la manière dont la prison doit s'effondrer. Aux plus belles heures de l'été, redécouvrez chaque jour les pages arrachées au journal de Michel Léris, dites par Jean-Louis Trintignant à 8h10, les savoureux échanges Hitchcock-Truffaut à 8h30, Gaston Bachelard, tel qu'en lui-même, 9h05, et de Giacometti à Balthus, Picasso ou Man Ray, ces étrangers qui font la France à 14h. Enfin, à l'heure où un nouveau jour vient à peine de commencer, 0h10,